Qui est le vrai proxy? Alors que la guerre en Ukraine s'est toujours présentée comme le théâtre de l'affrontement entre la Russie et les États-Unis, les événements récents au Venezuela comme en Iran, allié de Moscou, troublent encore davantage le jeu. Et si la stratégie de Donald Trump semble s'inscrire davantage dans la réaffirmation d'un impérialisme continental, dont l'appétit pourrait se rassasier avec la glace groenlandaise, on ne peut s'empêcher de penser que l'affaiblissement de Caracas comme de Téhéran permet aussi d'envoyer une mise en garde à Moscou, en plus de Pékin. Une mise en garde visiblement peu dissuasive. En effet, depuis quelques jours, la Russie a renforcé son engagement sur le territoire ukrainien et la nuit de lundi à mardi a donné lieu à des frappes de drones et de missiles sur Kharkiv. Parmi les dommages reconnus, des infrastructures énergétiques, cible de choix pour la Russie pendant l'hiver. Et pour cause, la stratégie est simple, le soutien de la population ukrainienne, à l'instar de ses ressources humaines mobilisées sur le théâtre de guerre, sont autant d'éléments fragiles pour Kiev. Et le général hiver accentue encore la tendance. Mais en dehors de cette guerre, disons conventionnelle, l'utilisation de l'Oreshnik le 9 janvier dernier a aussi secoué le monde. En effet, la Russie a envoyé un missile balistique avec des charges conventionnelles et non nucléaires sur un complexe industriel. Une frappe condamnée par l'ambassadrice américaine à l'ONU, Tammy Bruce. Grâce au leadership du président Trump, nous sommes aujourd'hui plus proches d'un accord que nous ne l'avons jamais été depuis le début de la guerre. Malgré cela, la Russie a lancé de nouvelles attaques contre l'Ukraine, notamment en tirant un missile balistique Oreshnik à capacité nucléaire sur une zone en Ukraine proche de la frontière avec la Pologne et l'OTAN. Cela constitue une nouvelle escalade dangereuse et inexplicable. Alors que les États-Unis travaillent avec Kiev, d'autres partenaires et Moscou pour mettre un terme à la guerre via un accord négocié. À un moment où le potentiel est énorme, grâce à l'engagement sans précédent du président Trump en faveur de la paix dans le monde, les deux parties devraient chercher des moyens de désamorcer la situation. Mais l'action de la Russie risque d'étendre et d'intensifier la guerre. Une condamnation de la frappe, mais un ton plutôt mesuré, notamment parce que Moscou a présenté cette attaque comme représailles après les frappes de drones sur la résidence présidentielle de Vladimir Poutine à Vaïlaï. C'est la deuxième fois que la Russie utilise cette arme de portée intermédiaire d'Oreshnik. La première fois remonte à novembre 2024, après l'utilisation de missiles Attack-MS par les Ukrainiens sur le territoire russe. À l'époque, Hervé Carrez, diplômé de l'école de guerre, nous avait expliqué le caractère révolutionnaire de cette frappe dans la politique de dissuasion. Alors dans cette confrontation stratégique, je pense qu'il ne faut pas parler d'escalade, il faut parler de réponses graduées, et notamment de la part des Russes. Et en se référant à la réponse graduée des années 60 des États-Unis en matière de dissuasion nucléaire, avec une différence notable et qui est d'une certaine manière révolutionnaire, c'est que par la suprématie technologique qu'ont les Russes avec les vecteurs hypersoniques, ils ont rajouté en fait une étape à cette réponse graduée. C'est une étape de dissuasion conventionnelle au moyen de vecteurs hypersoniques. Et cette étape qui n'existait pas, qui est révolutionnaire, pose un vrai problème stratégique aux Occidentaux parce qu'eux, ils ont une dissuasion essentiellement et exclusivement nucléaire, avec pas de niveau de graduation ou de gradation. Force est de constater que plus d'un an plus tard, les Occidentaux sont toujours sans réponse. Incapables de riposte graduée avant le stade nucléaire, ils sont aussi incapables de faire avancer la paix. Pour la porte-parole de l'Union européenne, l'heure de parler directement avec Vladimir Poutine n'est pas encore venue. Malheureusement, nous ne voyons aucun signe de la part du président Poutine pour s'engager dans de telles discussions. Nous n'y sommes pas encore. Nous espérons en effet qu'il y ait de telles discussions qui nous mèneront enfin vers la paix en Ukraine. Alors que les fronts se multiplient pour Donald Trump et que les tensions entre Moscou et Washington sont à leur comble, l'occasion de reprendre la diplomatie de la paix en main serait pourtant idéale. Mais Bruxelles et Paris poursuivent la stratégie de la surdité, déconnectée de la réalité militaire et de sa faiblesse sur l'échiquier mondial.